Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Le processus de sécularisation est un phénomène complexe qui a évolué au fil du temps et qui varie selon les contextes historiques, culturels et politiques. Au Maroc, cette question prend une tournure particulière car la religion occupe une place centrale tant dans la vie quotidienne que dans les structures institutionnelles. Qu'entendons-nous par sécularisation et comment se manifeste-t-elle dans notre pays? Dans quelle mesure la séparation entre la politique et la religion peut-elle être réalisable et quelles en sont les implications pour la société? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Hassan Rachek, anthropologue et professeur à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6 Rabat pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui, le processus de sécularisation au Maroc. On se retrouve juste après. La sécularisation au Maroc est un processus progressif qui s'installe dans un cadre particulier où la religion est un pilier de l'identité nationale marocaine. Certaines réformes ont été mises en place afin de moderniser et d'adapter certaines pratiques aux évolutions sociales et économiques. Au Maroc, la politique et la religion sont historiquement et institutionnellement liées. L'interaction entre les deux régit non seulement la gouvernance de manière générale, mais également les politiques publiques. En effet, tout cela se fait en essayant de concilier la stabilité et la pérennité du système dans un contexte de forte modernisation et d'ouverture. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'ouvrir la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Hassan Rachek. Professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Professeur Rachek, avant d'explorer la façon dont la religion et la politique interagissent au Maroc, il serait peut-être utile de revenir sur la définition du concept de sécularisation, un concept qui peut parfois prêter à confusion, surtout dans des contextes comme celui du Maroc, où l'interaction entre la religion et la politique suit des dynamiques qui sont parfois complexes. Pour mieux comprendre ces interactions, pouvez-vous nous expliquer un peu les bases théoriques, les fondamentaux théoriques et historiques du concept de sécularisation et peut-être un petit mot sur les différentes interprétations au fil du temps et des cultures? D'accord, merci encore une fois. Juste pour que vous ayez une petite idée sur la complexité de la chose, il y a un livre de Robert Taylor sur Secular Age, 1000 pages. Donc, et c'est l'un des livres les plus synthétiques sur l'histoire de la sécularisation en Europe. Alors, sécularisation, c'est le problème avec ces mots idéologie, sécularisation, et même politique et religion, etc., c'est qu'ils sont utilisés de façon polémique. Vous avez déjà une connotation, pas la définition, une connotation péjorative de sécularisation, et également une connotation positive. Pour certains, la sécularisation est une bonne chose, pour d'autres, c'est une mauvaise chose. Nous allons laisser de côté les connotations, pour nous intéresser à la définition. Et le problème de ce type de définition, c'est qu'ils sont liés à l'histoire d'un certain nombre de pays, on va dire l'Occident. Et la sécularisation a commencé à un moment où même l'Église avait besoin d'être séparée de la politique, pas uniquement comme la Révolution française ou comme en France, mais en Allemagne et ailleurs, ce sont les églises qui ont revendiqué l'autonomie et la séparation de l'influence politique. C'est pour dire que le processus, en gros, réfère au recul, et même le mot recul doit être mis entre guillemets, au recul de la religion dans les sphères étatiques, dans les sphères de la société civile et même dans la sphère privée. Donc vous avez trois dimensions, si vous voulez, trois dimensions. La dimension, le top, l'État. Donc est-ce que l'État en Occident continue à être légitimé par la tradition, par la religion ou par la raison?
Donc déjà à un niveau, donc vous vous rappelez peut-être, et nos étudiants se rappellent, et l'auditoire se rappelle la classification de Max Weber. Légitimité traditionnelle, légitimité charismatique et légitimité rationnelle. Légitimité rationnelle, c'est dire, c'est la sécularisation. C'est ne référer qu'à la raison pour volonté du peuple, volonté populaire, la Constitution, et ainsi de suite. Le deuxième niveau de la sécularisation, c'est la société civile. Et là, c'est plus complexe, parce que l'État peut décider de séparer de la religion. Mais au niveau de la sphère publique, de la société civile, ou de l'espace public, les choses sont compliquées. Ici au Maroc, on se rappelle tout le débat et tous les conflits autour de la Modawana au début des années 2000. En France, le mariage pour tous. Maintenant, aux États-Unis, il y a plusieurs imbrications, si vous voulez, conflictuelles entre le religieux et concernant le sexe, la classification des sexes, concernant l'avortement, etc. La sphère publique, elle est beaucoup plus on va dire conflictuelle, même s'il y a une dominance séculariste. Troisième élément, c'est les individus eux-mêmes. La laïcité peut être là, la séparation peut être là, la sphère publique peut être sécularisée, mais que dire des individus? Est-ce qu'ils continuent toujours à penser la vie, la mort, le mariage, le voisinage, l'État, etc., en termes religieux, en termes séculiers? Et ça vous donne un peu la complexité de dire tel État ou tel pays est sécularisé. Il peut l'être à un niveau, mais pas à un autre. Et le quatrième niveau, c'est est-ce que les gens qui ont des religions différentes, qui ont des croyances différentes, peuvent vivre ensemble ou pas? Et ça fait toute la différence entre plusieurs pays, entre des pays comme les États-Unis et d'autres pays que je ne vais pas appeler pour ne pas les stigmatiser, d'autres pays où voilà, celui qui se convertit à une autre religion peut être tué et condamné. Donc voilà les 4 dimensions un peu de la sécularisation, mais ça reste encore, peut-être qu'on va y revenir dans le débat, ça reste encore pour le Maroc essentiellement, comment construire un concept théorique uniquement sur une expérience théorique déterminée. Comment prendre en considération l'histoire d'autres pays, on va parler du Maroc, l'histoire d'autres pays, pour enrichir le concept de sécularisation, pour qu'il ne soit pas, je dirais pas ethnocentriste. C'est une expérience parmi d'autres. Voilà. Professeur Al-Cheikh, avant de passer à la deuxième question, vous avez évoqué tout à l'heure le concept de laïcité. Sécularisation et laïcité, c'est des concepts qui sont intimement liés. Quel est le distinguo ou bien la différence entre ces deux notions? Alors, la laïcité, c'est un aspect de la sécularisation. Et c'est un aspect très poussé de la sécularisation parce que pour d'autres pays qui ne revendiquent pas la laïcité, ils parlent souvent de séparation, mais pas de séparation entre l'État et l'Église, pas de séparation entre l'État entre le politique et le religieux, mais une différenciation entre le politique et le religieux. Donc la laïcité, c'est un peu poussé, donc on est toujours dans le domaine de la sécurité, mais il est très poussé. D'accord. Sur le plan idéologique, maintenant sur le plan factuel, vous pouvez trouver un président qui est dans la cérémonie funèbre se passe dans une église, dans une cathédrale. Vous pouvez trouver toujours un président américain qui va faire le serment sur la Bible. Donc les choses ne sont pas vraiment trop. Mais ça reste, bien sûr, ça reste que le séculier, le non-religieux l'emporte davantage dans ces pays sur le religieux. Professeur Al-Cheikh, la commanderie des croyants qui représente le rôle religieux du roi est inscrite clairement dans la constitution marocaine. Cependant, la manière dont ce rôle est exercé a évolué au fil du temps, particulièrement en réponse à des dynamiques sociales, politiques, parfois même religieuses qui sont différentes. Comment ce rôle est-il perçu par la population et les acteurs politiques en l'occurrence, et quelles sont les implications de son évolution pour le fonctionnement de l'État?
Alors, la commanderie des croyants, l'imama, c'est une institution ancienne. Vous avez le sultan qui était à la fois roi, imam, khalif, etc. Donc c'était le moment où, je ne parlerai pas de confusion, mais il y a plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs qui parlent de confusion, parce que quand on dit confusion, ça veut dire tout simplement qu'il y a un standard. Il y a quelque chose à partir de quel on jauge. Une référence. Une référence. Donc là où il y a séparation, vous avez confusion. Je ne parle pas de ça, c'est une institution complexe. Comme toutes les institutions traditionnelles, il jouait plusieurs rôles. Maintenant, la Constitution de 1962, la Constitution de 1962 n'a pas pris en considération plusieurs, on va dire, dimensions de la monarchie de l'époque. 1968, la Constitution de 1968 parlait de la baraka du sultan. Donc baraka, le chérifisme, être descendant, ce n'est pas dans la Constitution, mais ça reste dans la culture générale, ça reste dans les croyances des Marocains. Ça, on peut pas, personne ne peut l'enlever. Et donc, il y a un seul aspect, mais la monarchie est beaucoup plus que la commanderie des croyants. D'accord ? Oui. Ou le roi, la fonction du roi est beaucoup plus large. Donc la commanderie des croyants est un aspect. La grande différence entre les constitutions, toutes les constitutions, donc sous le roi Hassan II, et la constitution surtout de 2011, c'est que l'article 19, vous êtes jeune, vous vous rappelez peut-être pas, mais l'article 19 à l'époque, on parlait que de l'article 19, parce qu'en vertu de l'article 19, le roi pouvait déclarer l'état d'exception. Et donc l'article 19, il y avait, je dirais pas confusion, mais il y avait les deux rôles. Le rôle politique, séculier, si on veut, et le rôle religieux, la commanderie des croyants. L'innovation, la nouveauté de la Constitution de 2011, c'est que vous avez deux articles. On n'a pas uniquement un article 19 où il y a les deux, il y a deux articles 41 et 42 où il y a la commanderie des croyants qui est définie, et puis il y a le roi. C'est toujours c'est le chef d'État, c'est toujours le roi, mais là, en tant que séparation au niveau du texte. C'est une séparation au niveau du texte, c'est une séparation au niveau de la même personne du roi. C'est comme si je dis maintenant, je suis père et enseignant. Donc maintenant, je suis enseignant. Et maintenant, je suis enseignant, chercheur qui vous parle. Ce n'est pas une question de confusion ou de séparation, c'est juste pour chaque contexte, il y a un rôle à jouer. Je suis père, voilà. Je suis voisin, je suis collègue, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a ni confusion. À chaque contexte, il y a un rôle. Et sous le roi Hassan II, il y avait une certaine... à un moment, contre le parti de l'UCFP, il a fait jouer la commanderie des croyants. Depuis le règne, du roi Mohammed VI, donc il y avait pas une séparation, mais il y avait le rôle de la commanderie des croyants, c'est la religion, toute la sphère religieuse, et le rôle du chef de l'État en tant que roi, c'est l'aspect politique, il n'y a pas d'interférence. Donc ça, c'est une grande innovation. Et moi, il faudra, bien sûr, je pose la question, est-ce qu'on ne peut pas parler de sécularisation ? Pas positive ou négative, non, juste décrire que, bon voilà, il y a deux aspects différents, même au niveau de la même personne, du roi. Je pose la question maintenant. Bon. Oui, justement, c'est la troisième et dernière question de l'épisode d'aujourd'hui, professeur Rachek. Dans quelle mesure la relation entre politique et religion au Maroc peut-elle être perçue comme une forme de sécularisation, même si la religion, bien entendu, reste un pilier central et fondamental de l'identité nationale? Alors, trois phases, mais très très rapides. La première phase, c'est la phase précoloniale. Donc, je ne vais pas parler du roi, je ne vais pas parler de la monarchie, je vais parler un peu de la gestion de la mosquée au Maroc. Il n'y a pas plus d'institution religieuse que la mosquée, qu'elle soit rurale ou qu'elle soit urbaine. Alors, la gestion, surtout au milieu rural, la gestion de la mosquée se fait de façon séculière, avec le contrat du charte, qui est un contrat positif. Ce sont les hommes qui ont créé les clauses de ce contrat.
Mais vous pouvez trouver plusieurs institutions qui sont soit séculières, mais qui sont régies par la religion, inversement. Le début de la sécularisation, que j'appelle une sécularisation sans voix, je ne veux pas utiliser muette. Il y a des collègues qui utilisent muette dans ce type de situation. Sécularisation sans voix, ça veut dire que l'intelligentsia, l'État, comme dans l'exemple que je viens de donner, peut initier des processus séculiers sans que ça soit séculariste, sans que ça soit pris en charge idéologiquement, sans qu'on dise « vive la sécularisation, nous sommes séculiers », etc. etc. Donc ça a commencé avec le nationalisme, les intellectuels nationalistes ont commencé, les processus de sécularisation ont commencé avec les intellectuels nationalistes, les jeunes qui avaient 20 ans. Si vous lisez le plan des réformes de 1934, signé en tout cas, parce que celui qui a rédigé, etc., il y a un petit conflit autour de qui a rédigé et dans quelle langue, mais il y a 10 signatures, 10 signataires. Si vous lisez les 2 pages sur la nationalité, vous allez comprendre ce que c'est que la sécularisation pour ces jeunes. Vous allez comprendre ce que c'est que la sécularisation sans voix. Peut être marocain toute personne, même étrangère, à condition qu'elle ne soit pas française, parce que la France, protectorat, était un peu l'institution protectrice. Un Portugais peut devenir marocain s'il est né au Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élimine s'il est chrétien, ou s'il est juif, ou s'il est athée, ou s'il est protestant, etc. Le jus soli suffit pour être marocain. Et si vous êtes né d'un père portugais qui est né au Maroc, vous avez la nationalité automatiquement. Et donc, la conception de la nationalité qui reste maintenant, la conception de la nationalité marocaine, elle est séculière. Vous n'êtes pas obligé d'être musulman pour être marocain. Le rapport aux juifs à l'époque, les juifs étaient dans la tradition musulmane, dans la tradition des pays musulmans, pour être précis, étaient des protégés. Des protégés, soit des tribus, protégés du sultan, dhimmés. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, il y a des jeunes intellectuels, nationalistes, qui vont dire non, c'est un citoyen comme les autres. Le concept de citoyenneté de Mouatana, c'est un concept séculier. Le concept de peuple est un concept séculier. On ne va pas dire est-ce que vous êtes musulman. La communauté musulmane, oui, c'est un concept religieux. Mais la communauté marocaine n'est pas un concept religieux. Alors, et donc, il y a le concept des masses, vous avez le djihad, mais également il y a la résistance, le muqawama. Donc, le muqawama, la résistance, les résistants ne sont pas des moujahidines, c'est un concept séculier, etc. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, le processus continue, mais encore, toujours, sans voix. Il y a des sécularistes au Maroc. Il y a des gens qui défendent la sécularisation de façon explicite. Mais la partie la plus importante, regardez l'enseignement, il est séculier. Mais personne ne dit nous sommes pour la sécularisation de l'enseignement, il va idéologiser. Ça se fait. Il y a des choses qui se font au Maroc sans qu'on ait besoin de les expliciter. Alors vous avez, lorsque c'est explicité, c'est le droit. Aucun parti politique au Maroc ne peut être fondé sur des bases religieuses ni ethniques. Ça, c'est explicite. Oui. Il n'y a pas de parti religieux. Lorsqu'on dit parti islamiste, on dit non, parti à référence islamiste. Et donc on commence à jouer sur le mot. Et donc vous avez, là c'est explicite, mais sans dire que ça fait partie de la sécularisation. Donc ça fait partie de l'organisation du champ politique. Pour qu'il y ait commanderie des croyants, d'accord, il faut qu'il n'y ait pas des partis à obédience politique. Il y a les zaouïas dans la sphère privée, comme j'ai dit tout à l'heure, les zaouïas, il y a les sectes, il y a les associations, tout ce que vous voulez. Mais au niveau des partis politiques, au niveau des institutions politiques, parlement, syndicats, etc., vous ne pouvez pas créer un parti politique sur des bases ethniques. C'est pourquoi il n'y a pas un parti amazir, d'accord, et puis il y a un parti religieux, au sens vraiment religieux. Maintenant, même les partis à obédience islamiste sont un peu imprégnés parce que le processus de sécularisation n'est pas quelque chose
anti-religieux, il faudra que les gens... Justement, c'est ça la confusion. Il faudra que les gens, lorsqu'on parle de sécularisation, ça ne veut pas dire que c'est anti-religieux. Il y a bien sûr, il y a des courants qui sont anti-religieux, sécularistes. Mais parler de sécularisation, c'est tout simplement dire, par exemple, comme le disent les islamistes eux-mêmes, pas uniquement au Maroc, séparer la mosquée des autres sphères publiques. À un moment de l'histoire des pays musulmans, il y avait une seule institution, comme il y avait la famille, etc. Et donc cette institution jouait plusieurs rôles. Maintenant, il y a une spécialisation des institutions. Il y a un syndicat, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, il y a les partis politiques, il y a la société civile, etc. Donc chacun va jouer un rôle. Et la sécularisation, c'est que la religion soit dans un secteur déterminé. On peut comprendre dans une société traditionnelle que la religion peut pénétrer plusieurs sphères. Oui. D'accord ? Et sans que ce soit anti-religieux. Donc ça peut. Le PJD, le Parti Justice et Développement, a exigé que si vous êtes imam, vous devez renoncer à votre imama pour candidater. Et là, vous avez une séparation. Vous êtes imam. Lorsque vous êtes imam, vous parlez, c'est leur argument, c'est pas mon argument. Vous parlez aux musulmans. Mais si vous êtes un candidat ou un élu, vous ne parlez pas aux musulmans. Et vous n'avez pas le droit de profiter de votre rôle religieux pour jouer un rôle politique. Et donc ils exigent, et puis il y a la séparation entre l'association religieuse et le parti politique, etc. Bref, le processus de sécularisation en Occident, il est idéologisé, il est pris par plusieurs comme une valeur, il est défendu, parfois de façon acharnée. Regardez ce qui s'est passé avec l'humoriste qui n'était pas islamiste, il avait juste le vêtement d'un islamiste, il a été interdit de la télévision. Donc il y a une poussée séculariste, il y a une poussée séculière tout simplement. Et au Maroc, je pense au Maroc, il y a depuis le nationalisme, il y a un processus de sécularisation à plusieurs niveaux. Maintenant, au niveau que j'ai appelé le privé, la famille, je n'ai pas le temps, mais je réfère tout simplement à 2 enquêtes auxquelles j'ai participé. 2004, l'enquête sur les valeurs religieuses, pour voir un peu comment les gens pensent le politique. Il y a des questions directes sur comment vous pensez le politique. Et puis la plus récente, c'est la plus récente, c'est à peu près à 3 ans de différence, l'islam au quotidien, avec Mohamed Touzi, Mohamed Laïadi et Hassan Rachir, où nous avons posé des questions sur des thématiques politiques en rapport avec le religieux, etc. En rapport avec la musique, ce qu'écoutent les gens, etc. Ce qui est haram, ce qui est halal, etc. Donc voilà, en gros, ce n'est pas un thème facile à traiter, mais je pense que nous avons réussi au moins à donner quelques éléments d'information. Tout à fait. Professeur Rachir, c'est ainsi que nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier infiniment, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous quelques pistes de réflexion intéressantes sur le processus de sécularisation au Maroc et sur les enjeux et les implications qu'il soulève. Merci, professeur Rachir. Merci à vous et je vous souhaite bon courage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous et par vous, donc n'hésitez pas à partager avec nous vos propositions de thématiques en commentaire. Pour plus d'informations sur nos activités, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgses-um6p.ma. C'était Academic Chat, merci et à très bientôt.